allons voir si la rose, disait Pierre de Ronsard, celle qui porte son nom, a vécu beaucoup plus que l'espace d'un matin. 40 ans après son lancement, elle rapporte encore plus d'1 million d'euros par an à ses créateurs. Bonjour à tous, la rose est la fleur préférée des Français, la plus vendue au monde. Peut-être parce qu'elle symbolise l'amour. Et pourtant, quand on s'intéresse à son commerce, les choses n'ont rien de très romantique. Il faut dire qu'il s'agit d'un marché de plus de 600 millions d'euros par an. Alors, tous les coups sont permis. Espionnage, vol de brevets, concurrence déloyale, conditions de production parfois douteuses en Afrique. Et pour nous, au moment d'acheter, beaucoup de questions. Pourquoi certaines roses sont-elles vendues 5 € pièce et d'autres 3 € la botte? Pourquoi n'ont-elles plus d'épines? Pourquoi n'ont-elles plus d'odeur? Comment sont faits les croisements entre mâles et femelles? Et oui, les roses ont elles aussi leur sexualité. Rose, un marché épineux, c'est une enquête de Laure Gracias. La rose, c'est la fleur la plus vendue en France. Plus de 30 millions de bouquets chaque année. Voici. Merci bien, bonne journée. Très bonne journée. Merci, au revoir. Romantique, élégante, elle symbolise l'amour et accompagne les grands événements de la vie. Mais derrière cette image glamour se cache un énorme business. Près de 600 millions d'euros par an. Un business où tous les coups sont permis. Donc on n'est plus en période amiable, on est un peu en guerre, quoi. Seulement 10% des roses que nous achetons sont cultivées en France. Par qui et dans quelles conditions? Dans ce métier, il ne faut pas être feignant. 5 € la pièce ou 5 € les 10? Pourquoi de telles différences de prix? Et lesquelles acheter? Si vous la touchez, touchez-la. Elle est molle celle-là. Rose, c'est-à-dire quand elle va s'ouvrir, il n'y a rien dedans. Forme, couleur, les chercheurs travaillent dans le plus grand secret pour trouver la rose qui nous fera craquer demain. C'est une rose dont les pétales sont tous des angles droits. Une rose qui permettra peut-être à son créateur de gagner des millions. La rose, enquête sur les dessous de la reine des fleurs. Paris, le 31 mai 2012, Jardin des Tuileries. Photographes et journalistes sont venus très nombreux pour célébrer un événement exceptionnel, les 20 ans de Disney à Paris. La star de la fête, une rose, créée spécialement pour l'occasion. Son nom, Princesse Disney. Une rose délicate, d'un rouge lumineux et quasiment sans épines. La marraine de cette fleur, Lily Rose, la fille d'un des sportifs français les plus populaires, Sébastien Chabal. Bravo Lily Rose, merci. Merci Sébastien également d'avoir participé à cette inauguration. De Walt Disney, il s'appelait comme toi, Lily. Il aimait beaucoup les roses. Et donc ça tombe énormément bien parce que tu t'appelles Lily Rose. Donc en plus tu es princesse. Et donc nous on est hyper heureux que ça soit toi la marraine. Voilà. C'est elle qui est très fière. C'est magnifique, c'est un honneur. Voilà, on m'a raconté un peu l'histoire de la femme de Walt Disney qui s'appelait Lily et qui avait une passion pour les roses, d'où la création de cette fleur pour l'événement. Et la petite est ravie, elle a les yeux qui pétillent depuis qu'elle sait qu'elle est marraine de cette rose. Comme Lily Rose, d'autres célébrités ont accepté de donner leur nom à des roses. La comédienne Laetitia Casta, sœur Emmanuelle, le général de Gaulle ou le peintre Claude Monet. Une distinction purement honorifique et sans le moindre avantage financier. Lily Rose, elle, est très fière de sa fleur. Je me sens émue, très heureuse. En plus, elles sont très belles. Cette fleur a nécessité 3 années de travail, car une rose n'a rien de naturel. C'est une fleur fabriquée, créée de toutes pièces, par des professionnels qui inventent sans cesse de nouvelles variétés pour séduire les consommateurs.
Le Canet des Morts, dans le sud de la France. Ce champ, à l'écart de la route, est un endroit interdit au public. Il est d'ailleurs entouré d'une haie qui le protège des regards indiscrets. C'est ici qu'on élabore dans le plus grand secret les roses de demain. Un laboratoire à ciel ouvert qui vaut des millions d'euros. Cet homme aux allures de jardinier tranquille est une star dans sa profession. Jacques Mouchotte est un des 5 plus grands créateurs de roses dans le monde. Vous ne le savez pas, mais beaucoup des fleurs que vous achetez ont été créées par lui. Son premier succès, la pierre de Ronsard, une création des années 70. Absolument splendide. Irrésistible, cette rose. Je vous présente le rosier best-seller au niveau mondial, pierre de Ronsard. C'est une variété qui se vend à plusieurs centaines de mille d'exemplaires dans le monde, ce qui pour un grimpant est exceptionnel. La pierre de Ronsard est une des roses les plus vendues au monde. Elle rapporte chaque année 1 million d'euros à l'entreprise qui l'a créée. Pourtant, elle a bien failli ne jamais voir le jour. Dans les années 1970, une forme irrégulière comme ça, c'était pas dans les critères de beauté du moment. Le vieux monsieur qui travaillait avec moi à l'époque, qui était le directeur de recherche, m'a dit « Mais non, mais c'est affreux, on ne peut pas garder ça. » Bon, il se trouve qu'il est parti à la retraite, moi j'ai pris la suite et j'ai fait avancer la variété jusqu'à ce qu'elle arrive au commerce et qu'elle devienne aussi spectaculaire. Ce best-seller n'est pas son seul coup de maître. Jacques Mouchotte a été sacré 2 fois champion du monde. Aujourd'hui, il prépare les roses du futur, celles que vous retrouverez peut-être chez votre fleuriste dans quelques années. Il accepte de nous en dévoiler quelques-unes. Je vais vous montrer un prototype un peu particulier. C'est une rose dont les pétales font tous des angles droits. C'est la première rose carrée au monde. On dirait un empilement de jeux de cubes d'enfants. Dans la série super originale, là j'ai une rose rouge à points blancs. On dirait une coccinelle à l'envers. C'est rouge avec des points blancs. Je peux vous montrer une rose qui a une forme de pivoine. Ça aussi c'est assez original. Regardez-moi cette merveille-là, celle-ci là. Et en plus elle est hyper parfumée. Regardez ça, comme c'est beau. Si Jacques Mouchotte parvient à réaliser des créations aussi originales, c'est qu'il maîtrise parfaitement la reproduction des roses. C'est dans cette serre que ces fleurs font des bébés. Et vous allez voir que la sexualité des roses est un peu particulière. Elle est à la fois femelle, c'est-à-dire qu'elle peut produire des graines, et mâle. Elle produit des grains de pollen qui représentent la partie mâle de la fleur. Pour réaliser un croisement, il faut commencer par séparer les sexes. On enlève tout ce qui concerne la partie mâle de la fleur. La partie mâle, ce sont les petits sacs jaunes à la périphérie de la fleur. Une fois isolés, ces petits sacs sont séchés et on en extrait le pollen pour le mettre en contact avec la partie femelle d'une autre rose et le tour est joué. 1 an plus tard, les bébés roses ont poussé, mais le résultat n'est pas toujours celui qu'on avait prévu au départ. Un des parents était jaune et l'autre parent était rouge. Et ils sont tous très différents les uns des autres. Un rose très foncé, un ocre bicolore, un ocre clair, un tout à fait rouge. Difficile d'arriver à la fleur idéale. Pour ça, Jacques Mouchotte sélectionne, croise et recroise les plants. Un travail de bénédictin qui produit parfois des monstres, mais aussi des merveilles. Sur 25 000 variétés créées, une seule arrivera en magasin. Et pour y parvenir, il faut en moyenne 10 années de travail. Jacques Mouchotte vient de réaliser un exploit qu'il est fier de nous montrer en avant-première. Sa toute nouvelle création, une rose jaune au cœur rouge. Un modèle que les chercheurs du monde entier essayaient de mettre sur le marché depuis 30 ans. Mouchotte y est arrivé le premier. C'est une exclusivité mondiale au niveau de la couleur. Une grosse fleur jaune intense avec un cœur très rouge. C'est une couleur qui jusqu'à présent ne pouvait exister qu'en rêve. Et nous, on a travaillé pour que ce rêve devienne réalité. Alors, je suis extrêmement fier, ça fait 25 ans que je cours après ce rêve-là. Il a fini par arriver, alors vous pensez bien, c'est une joie intense. Une rose unique au monde qui sera mise en vente en 2013. Fera-t-elle partie des grands succès de la maison ?
On sait si la variété sera un succès ou un échec seulement 5 ans après sa première présentation au public. Mais au départ, c'est un acte de foi en quelque sorte du créateur, de dire ça c'est trop beau, c'est trop magnifique, ça me plaît à moi, ça plaira à tout le monde. Donc il faut la présenter. Mais on n'est jamais sûr du résultat à l'avance. Cette petite rose jaune et rouge représente une fortune, plus de 25 ans de travail. Alors comment éviter que des horticulteurs peu scrupuleux la copient en cachette? Comme n'importe quelle invention, la rose doit être protégée par un brevet avant sa mise sur le marché. Dans le milieu, on appelle ça un certificat d'obtention. Ce matin, Jacques Mouchotte doit réaliser un de ces certificats d'obtention pour une nouvelle variété rouge, la Megriotti, qu'il va bientôt commercialiser. Eh bien Mathias, on va ramasser les éléments sur Megriotti. Alors c'est toi le professionnel de la photo de brevet, donc tu choisis tes éléments. Le bouton très fermé là. Ah oui, parfait. Il te faut le bouton. Bon. Ah oui. Je l'ai vu. Tige, bouton, pétales, tout doit être photographié pour le certificat d'obtention. Une fois que ce certificat d'obtention végétale nous est accordé, cette variété nous appartient. Et chaque fois qu'un cultivateur utilise et la produit, il doit nous verser une redevance, une royalty. Allons-y, on va mettre tout ça en place. Des royalties qui vont permettre à l'entreprise de vivre et de créer de nouvelles roses. Ouvre la porte. Vas-y. Dans le bâtiment voisin, le laboratoire photo. C'est ici que la rose va être flashée sous toutes les coutures. Donc la photo de brevet, ce qui est important, c'est la préparation des éléments. On a toujours une vieille photo de brevet qui traîne quelque part pour nous rappeler les éléments qu'on recherche. La photographie doit être réalisée selon des critères très précis. Donc ça, c'est mon élément numéro 1. Lorsque tous les éléments sont rassemblés, la séance photo peut commencer. Et là, tu photographies les éléments un à un. Oui. D'accord. Donc là, on a la jeune pousse, l'élément numéro 1. Ensuite, on a l'évolution de la fleur jusqu'au stade de coupe. Ensuite, on a la fleur vue de haut et vue de l'arrière pour bien montrer les petites caractéristiques comme les sépales et puis ce petit blanc qu'il y a à l'intérieur du pétale et le feuillage avec l'avers du feuillage qui nous montre bien la couleur. Voilà, Jacques. Bon, mais parfait. Hein. On va joindre cet élément extrêmement important au dossier qui va être envoyé à l'organisme de certification européen. Cette rose sera donc bientôt protégée. Et gare à ceux qui s'aviseront de la cultiver sans acquitter les royalties. Ils seront traqués partout, à travers le monde. Arusha, en Tanzanie, une ancienne colonie allemande et britannique à l'est de l'Afrique. Jean travaille pour un créateur de roses. Officiellement, il en est le représentant en Afrique. Officieusement, il chasse aussi les contrefacteurs. Let's go, Ali. Allez, on y va, Ali. Mr. Ali. Monsieur Ali, vous êtes prêt? Ce matin, il se rend dans une exploitation à une demi-heure de route, où il a repéré des cultures de roses qu'il soupçonne d'être illégales. Je suis donc venu ici il y a à peu près 4 semaines. J'ai pu rentrer à l'époque sur la ferme et voir de visu la variété et la culture en place. Le manque à gagner pour nous, c'est le fait qu'il n'ait pas payé de royalties, qu'il n'y a aucun contrat. Pour qu'il puisse en général faire ses plantes, il faut qu'il ait l'autorisation du propriétaire de la variété. Et il n'a même pas fait cette démarche. Donc il a fait ses plantes, sans absolument tenir personne au courant. Il les a plantées et il les exploite dans l'illégalité complète. La rose en question s'appelle Soraya, une des variétés les plus vendues chez les fleuristes. Voilà, donc c'est une variété, je peux vous la montrer. C'est une variété qui est jaune, comme je vous l'ai dit. Donc elle a un bouton bien caractéristique, les sépales au stade de coupe qui sont bien le long du bouton et un feuillage aussi bien particulier. Donc c'est une variété qui est reconnaissable où qu'elle soit.
Lors de sa dernière visite, Jean a pris des photos. Et lors de cette visite, j'ai pu prendre des photos. Et ces photos, je les ai là sur mon portable. J'ai aucun doute, parce que bon, j'ai vu la variété, j'étais sur les plantes, j'ai regardé les tiges sont caractéristiques aussi, le feuillage est caractéristique, la fleur, sans aucun doute, c'est Soraya. Jean suspecte ce producteur de vouloir faire des économies sur le dos du créateur. Ah ben c'est un manque à gagner assez conséquent du fait que cette ferme-là a multiplié en tout 45 000 plantes de cette variété, tout en sachant que 85 centimes d'euros sont attachés à chaque pied. 85 centimes d'euros, c'est le droit, c'est la royalty que paye le producteur pour avoir l'autorisation d'exploiter industriellement notre variété. 45 000 pieds à 85 centimes, total 40 000 euros environ qui seraient perdus pour le créateur. Jean va-t-il pouvoir arrêter cette culture qu'il soupçonne d'être illégale? Dans quelques secondes, il arrivera devant la ferme. La situation est sensible. Avant de rentrer, il doit passer un coup de fil à sa direction juridique en France. Allô Bruno? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Tu m'entends? Je suis à côté de la ferme, je suis sur le point de rentrer, donc je venais aux nouvelles savoir quelle était l'évolution des relations avec le propriétaire de cette ferme. Alors, attends, là, ne rentre surtout pas, parce que depuis son dernier passage, la situation a évolué. On a notifié officiellement les propriétaires en leur envoyant un courrier de mise en demeure. Oui. Et donc maintenant, on est tenu d'attendre un délai de 2 semaines pour voir s'ils réalisent ou pas. Donc on est passé, on n'est plus en période amiable, on est un peu en guerre, quoi. Ok Bruno, bah, écoute, c'est parfait, c'est clair. On reste en contact. Si tu as des nouvelles, bah, tu me tiens au courant, tu m'appelles. Et sinon, moi, je continue mes visites de la journée. Hein. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir Bruno. Bye. Pas question d'envenimer les choses. Jean doit respecter la procédure. Les roses suspectes, elles, sont toujours là. Donc c'est la serre qui est au milieu, qui est la serre illégale de Soraya, où il y a 45 000 plantes. Hein. Des roses qui seront peut-être détruites lors de leur arrivée en Europe. Les douanes ont été saisies par les employeurs de Jean, qui entendent bien faire respecter leurs droits. Les roses, un marché où tous les coups sont permis. Un secteur qui explose, plus 30% en 5 ans. Des fleurs toujours plus belles et toujours moins chères. D'où viennent-elles? Qui sont les hommes et les femmes qui les cultivent? Et à quel prix? Mandres-les-Roses, dans la région parisienne. Il est 5 h du matin. Philippe Venet est déjà sorti du lit. Pas le temps de traîner, il doit aller dans ses serres. Ici poussent un peu moins de 1% des roses produites en France. Philippe est un des derniers producteurs de la région. Un métier épuisant où on travaille beaucoup pour gagner peu. Aujourd'hui, il faut sortir 800 bottes dans la journée. Bonjour Michel. Bonjour. Je vous ai préparé les séries à passer dans la machine. Et là, je pars à la coupe. D'accord. Son beau-père est le premier à le rejoindre. Il vient donner un coup de main gratuitement. Philippe, lui, comme tous les matins, va consacrer 4 heures à couper les roses. Il a choisi de se spécialiser dans les variétés de qualité supérieure, destinées aux fleuristes haut de gamme. On va s'orienter sur des roses de jardin qui ont un peu plus de charme au niveau pétales, qui ont un peu de parfum, type de rose, type rose Piaget, là, qui en s'ouvrant va s'ouvrir en forme de pivoine un peu, donc avec des pétales très fines, beaucoup de pétales, avec un parfum extraordinaire. Des roses qu'il a choisies lui-même chez les plus grands créateurs et dont il acquitte régulièrement les royalties. Oui, sur l'exploitation, donc on a une quarantaine de variétés et puis on va récolter à peu près entre 1000 et 1500 roses par jour. Il faut maintenant mettre en botte plus de 8000 roses. Un travail titanesque et méticuleux. Il est 8 h. Philippe a reçu du renfort. Dans l'atelier, sa femme Karine, avec 2 employés. Allô? Bonjour. Au bout du fil, un fleuriste qui passe une commande.
rose pâle et blanc. Blanc, il faut parfumer. Je vais demander Philippe, 10 bottes de blanche, tu peux faire? Pas de souci. Allez, au revoir, merci. Pour être vendues, les roses doivent être parfaites. Le problème, c'est qu'elles sont fragiles. Pour préparer les bottes, Karine trie les fleurs une à une en éliminant toutes celles qui présentent la moindre imperfection. Là, elle a pris l'eau. Donc ça, c'est pas vendable, c'est même poubelle directe. C'est même pas récupérable pour quoi que ce soit. L'arbre, elle est tordue. Donc ça, on ne peut pas s'en servir en boutique, hein, toute tordue. Ça c'est bon. Puis quand ça a pris la flotte, tu mets direct par terre. Non, là, tu vois, elle est pas belle. Celle-là, là, autour? Ouais. Même si c'est autour comme ça? Ouais, mais là, elle est trop marquée. Pas la peine. Il faut que la rose soit le plus parfaite possible. Sinon, le fleuriste, après, aura du mal à le vendre en boutique. Pas question pour autant de jeter les roses imparfaites. Leur production a coûté cher, il faut en tirer un petit bénéfice. Les pétales sont récupérés et vendus comme éléments de décoration. Tout ce qui est vraiment pas beau, pas potable, qui est trop ouvert, et là, on le passe en carton de mélange, voilà, comme fait Clément. Il nous fait des cartons de pétales mélangés. Donc là, toutes les semaines, on a des cartons de pétales à faire pour un restaurant. Chaque euro compte, il faut qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Maintenant, il sait les faire. La vie de producteur de roses est devenue difficile. Pourtant, dans les années 60, le secteur était florissant dans le Val-de-Marne, où ils habitent. C'était vraiment ici le fief de la rose. Il y avait au moins 40 rosieries sur Mandre dans les années 60-70. Il y avait un train spécial qui venait, qui amenait vraiment les roses jusqu'aux Halles de Paris, où là c'était vraiment l'effervescence encore au niveau de la vente, au niveau de la production. Il y avait les clients, on ne sentait pas la crise. Et en 12 ans, on voit les exploitations qui ferment au fur et à mesure. Et d'ici 5 ans, on va dire, peut-être moins, on sera plus que 2 rosieristes. Alors qu'on était une quarantaine il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi une telle crise? La raison principale, l'augmentation du prix de l'énergie. Les roses n'aiment pas le froid. Pour grandir, elles ont besoin de chaleur. Et pour ça, il faut chauffer les serres à partir du mois de septembre. Donc par exemple au niveau chaudière, on chauffe avec des aérothermes comme ceci. Donc on est au gaz de ville. Un gaz dont le prix a quasiment doublé depuis 10 ans. Philippe dépense 20 000 € par an pour payer ses factures de chauffage. Pour limiter les frais, il ferme les serres pendant 3 mois l'hiver. Le chauffage représente chez nous à peu près 15% du chiffre d'affaires. Donc si on devait vraiment chauffer pour être là toute l'année, ça pourrait représenter un coût de l'ordre de 30 à 40%. Un coût trop important par rapport au prix de vente de la rose. Pour vivre de leur métier, Philippe et Karine sont obligés de travailler dur. 12 heures par jour, samedi et dimanche compris. On fait 800 bottes de roses en 8 heures à 4. Ça fait une bonne journée, on va dire plutôt. C'est déjà un bon rythme. Dans ce métier, il ne faut pas être feignant. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Oula 70 heures par semaine. 70 heures par semaine, voilà. Que ça? Ouais, même plus que ça. Mais... On ne prend pas de vacances, on se prend 15 jours 15 jours par l'hiver, an. ouais, 15 jours. Non, une semaine. Une semaine l'hiver? Oui, une semaine en décembre et une semaine en février. Pendant les vacances scolaires, on profite un peu des enfants. Et après, non, c'est un week-end comme ça, de temps en temps, si on peut se permettre de le faire. On va dire comme salaire, on se fait à tous les deux. Un SMIC chacun. Un SMIC chacun. Des conditions de vie qui ne découragent pas Philippe et Karine. Les 800 bottes sont maintenant terminées. Elles sont stockées dans les frigos. Mais elles ne vont pas y rester très longtemps. Il est minuit et demi. Après 2 heures de sommeil, Philippe se lève pour charger les bottes dans le camion. Il faut les amener à Rungis. Karine a réussi à dormir une demi-heure de plus que son mari. Faut que j'arrive au minimum à dormir au moins 2 heures. Sinon, j'ai du mal à tenir le choc le lendemain. Si je dors là, ça va, j'ai dormi 3 heures, c'est pas trop mal. Il est temps de prendre la route, un trajet de 25 km qu'ils font 4 fois par semaine pour vendre leurs roses. Rungis, le pavillon des fleurs. Chaque année, 65 millions de roses transitent par ici.
Karine et Philippe doivent être prêts à accueillir leur premier client à 3 h du matin. Il y a un peu le stress là. Ouais. Les clients arrivent à 3 h et j'ai pas encore fait mes commandes. Il me reste plus qu'une demi-heure. Si tu me mettais tout sur le plateau là. Producteurs et grossistes venus de toute la France installent leur stand. Les fleuristes vont bientôt arriver, tout doit être prêt. L'objectif de Karine, vendre toutes ces roses. Va-t-elle y parvenir? Bah oui, je mets toujours les petites là, sinon je ne les retrouve pas là. Si tu me mélanges toutes les tailles, on va pas le faire. Allez, vas-y. Philippe rentre à la maison, il est 2 h 30 et il doit bientôt retourner dans sa serre pour couper les roses. Karine se retrouve seule sur son stand, un espace de 30 mètres carrés dans lequel elle a installé ses 8000 roses. L'urgence, préparer les commandes passées par les fleuristes au téléphone. J'attaque mes commandes. Yes. Tout est prêt, il est 3 h du matin, ses premiers clients arrivent. Merci. Merci. Au revoir. Isabelle est fleuriste à Saint-Cloud. Bonjour. Ça va, Karine? C'est une des meilleures clientes de Karine. Tu m'as mis d'un Charles de Gaulle. Ok, je vais prendre une Milva. Je te mets une Milva. Une Milva, une... Elvira. Elvira. Une soutine. Une soutine. Bah, je viens 2 fois par semaine chez Karine et en règle générale, je lui prends entre à peu près 10 bottes. Mélangées, parfumées, après des variétés un peu plus unies, voilà, pour les vendre à la botte au magasin. Les roses préférées d'Isabelle, les variétés parfumées. La rose parfumée est très facile à vendre. Les clients, dès qu'on leur fait sentir, hop, ça y est, ils achètent. Et puis bah, j'aime le côté naturel des roses de la région parisienne. J'aime ce côté rose de jardin, on a l'impression de faire des bouquets avec nos fleurs et qu'on a été cueillir le matin. Et puis bon, bah, y a la fraîcheur, hein, de toute façon. Isabelle n'achète pas ses roses chez Karine par hasard. Je veux faire travailler nos horticulteurs, de préférence. C'est vraiment quelque chose que je revendique et que je trouve normal, naturel. Je peux te prendre ton chariot? 10 bouquets qu'Isabelle va payer 6 € chacun. Total, 60 €. Merci. C'est ça qui nous permet de pouvoir vivre avec les clients fidèles comme Isabelle, voilà, qui nous commandent, qui nous font confiance. Ils n'ont jamais de soucis avec la rose. Ils la vendent très bien, donc il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent de travailler avec nous. Bon week-end. Merci, bon week-end, au revoir. Isabelle n'en a pas encore terminé, elle cherche des roses blanches. Pour ça, elle va devoir acheter des variétés venues de l'étranger. Ce n'est pas très difficile. À Rungis, 90% des roses proviennent de destinations lointaines. Hollande, mais surtout Éthiopie ou Équateur. Des fleurs de qualité très variable. Bon, alors, en blanche, qu'est-ce que tu as? Blanc? Ouais, l'avalanche, comme tu m'as mis. Christian, le grossiste, est un spécialiste. Il sait reconnaître une bonne rose au premier coup d'œil. Vous prenez une rose, vous voyez? Vous prenez une rose comme ceci. Si vous la touchez, touchez-la. Elle est molle, celle-là. Rose, bah, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir, il n'y a rien dedans. Alors que si vous prenez ça, blanche, si vous la touchez, elle est bien pleine. Au toucher, ça peut se voir. Et puis quand elle commence à ouvrir, celle-ci, on va tout de suite voir le cœur de la rose. Alors que celle-là, elle va tenir un certain temps et elle va doubler de volume. Ouais, tu mets ça, ouais. Ça. Merci, Christian. Bon week-end. Merci. Merci. Hein. Le marché est terminé. Isabelle file à sa boutique pour installer ses fleurs avant l'ouverture. Il est 10 h 30. Le pavillon aux fleurs va fermer ses portes. C'est l'heure de la remballe, mais aussi du bilan. Karine espérait vendre toutes ses roses.
elle est déçue. Bilan pas génial. Ça a été très très calme. Donc il nous reste beaucoup de marchandises, ce qui n'est pas normal pour un jeudi. On a vendu que la moitié, c'est un peu catastrophique comme vente. Hein. Il lui reste environ 4000 roses, perte sèche 1500 €. Des fleurs qui ne seront plus assez fraîches pour le prochain marché. À l'exception de quelques bottes qui serviront à faire des cartons de pétales, elles vont toutes finir à la poubelle. Ça fait mal au cœur quand même quand on doit jeter tout ça. Ça fait quand même mal au cœur. Tout le travail qu'on se donne pour arriver après à les jeter, il n'y a pas de mots quoi. C'est vraiment un petit peu dégoûté, mais bon, il y aura des jours meilleurs. Jeudi noir pour Karine, qui perd beaucoup d'argent. Elle n'est pas la seule. Comme elle, les producteurs de roses français sont dans une situation de plus en plus précaire. À Saint-Cloud, la boutique d'Isabelle a ouvert ses portes. En vedette, les roses qu'elle vient d'acheter à Rungis. Prix de vente, 20 € la botte de 10. Vous désirez? Alors j'aurais souhaité un bouquet de roses. Oui, quelle couleur? Dans les roses plus. Je vais avoir la soutine. Après, vous avez celle-ci qui donne un rose un petit peu plus saumoné. Ou alors sinon à la pièce, vous avez la caprice, qui est une rose odorante. Voilà, et tout ça vient de la région parisienne. Je vous laisse sentir. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et après, toujours odorante, on a la Charles de Gaulle, mais qui va être un ton mauve. On peut mettre de la blanche avec de la mauve. Celle-ci? Voilà. Donc beaucoup d'eau. Voici. Donc ça nous fait 40. Merci beaucoup. Merci bien, bonne journée. Très bonne journée. Merci, au revoir. La rose est la fleur préférée des Français. Elle représente la moitié des ventes de fleurs dans la boutique d'Isabelle. Le best-seller, incontestablement, la rose rouge. La rose rouge, c'est vraiment pour l'amour. Ça, à la Saint-Valentin, la plupart des hommes, c'est vraiment la rose rouge, la rose rouge, la rose rouge. Hein, et ils n'achèteront rien d'autre. Après, pour les mariages, c'est tout ce qui est blanc, c'est tout ce qui va être des couleurs très douces. Puis ensuite, je dirais, quand on ne connaît pas bien une personne, on offre des roses blanches aussi, parce qu'on ne se trompe pas. Mais il n'y a pas que les classiques. Chaque année, de nouvelles tendances apparaissent. Les couleurs tendances aujourd'hui, on dirait que c'est beaucoup le mauve, le parme, et d'aller dans un camailleux de parme jusqu'à des tons un petit peu, voilà, ce genre de célosie un petit peu foncé comme ceci. Après, on va approcher de l'automne. Alors à l'automne, il y a beaucoup plus de tons orangés. On va faire plus de bouquets dans les tons orangés, un petit peu de rouge, un petit peu des tons un peu plus chauds. Chez Isabelle, la botte de 10 est facturée 20 €, soit 2 € la pièce. Un prix moyen qu'on retrouve fréquemment dans les grandes chaînes de fleuristes. Mais aujourd'hui, on trouve aussi des roses beaucoup moins chères. 4,20 € les 7 et même 9,90 € les 20. L'équivalent de 50 centimes la tige. 4 fois moins cher que les bouquets classiques. Même chose dans les supermarchés qui vendent les fleurs à prix cassé. Dans cette grande surface de la Sarthe, Anne-Laure vend des roses à moins de 10 € le bouquet. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des bouquets trop chers, ça va arrêter le client. Surtout si l'achat est pour lui. C'est souvent le cas en fait en grande distribution, c'est souvent l'achat d'impulsion pour soi, éventuellement après pour offrir, mais c'est d'abord pour soi. Donc si le prix nous arrête, forcément, on ne va pas en vendre. Par quel miracle peut-on obtenir des tarifs aussi bon marché? D'où viennent ces roses à prix discount? Et sont-elles de bonne qualité? L'homme qui fournit la plupart des supermarchés français, c'est Jean-Philippe Bigot, le roi de la rose. Accompagné de son commercial, il vient s'informer sur le succès de ses fleurs. Le point de vente qui fait fureur depuis quelque temps, un petit corner, judicieusement placé près des caisses. Il y a des clients qui sont très pressés. Ils prennent leur bouquet et ils veulent que tout soit réglé en même temps. Donc on est obligé de laisser quand même un minimum de produits disponibles en libre service complètement aux clients. Parce qu'ils sont en libre trop service, pressés. ils mettent ça dans ce chariot en terminant le rachat. Et ils emmènent le bouquet pour le week-end. Non, nous, ça représente 30% à peu près. D'accord.
C'est énorme, ça fait 1m33 à peu près. 1m33 par rapport à la taille de la boutique. 30%, c'est... Oui, il ne faut pas les enlever. Oui. Non, il ne faut pas les enlever. Non. Quel est le secret de Jean-Philippe Bigot? Comment a-t-il réussi à devenir le roi de la rose low cost? Pour le savoir, il nous emmène dans ses ateliers à Allonnes, près du Mans. Une entreprise créée par son père en 1958. Sur le tapis, 100 000 roses, mises en bouquet par une cinquantaine d'employés. Des fleurs qui seront expédiées partout en France dans quelques heures. Ici, pas de serre, pour une raison simple. Les roses sont cultivées à 6500 km au sud, au Kenya. Un pari fou que Jean-Philippe Bigot a été le premier à prendre. C'était il y a 10 ans. À l'époque, personne n'y croyait. On va dire que c'est une aventure simple, de partir en Afrique, de s'expatrier. Voilà 10 ans. Quand on est parti, tout le monde a dit ils ont un petit vélo dans la tête. Mais on n'avait pas vraiment un petit vélo dans la tête. On avait une vision pour notre entreprise qui était de faire développer notre entreprise parce qu'elle était dans des turbulences aussi, il faut le dire, avec la pression concurrentielle. Et en fait, on a fait le pari de partir en Afrique et de créer une exploitation, donc une société fille qui aujourd'hui nous permet de continuer à vivre ici en Europe. Une décision qui n'a pas toujours été bien comprise. C'était une inquiétude pour nos salariés ici. Ils se sont dit, oh là là, ils partent au Kenya, c'est une expatriation pure et dure, c'est une délocalisation, on va perdre notre job. On leur a dit, écoutez, non. Et on leur a prouvé par les faits, ça fait 10 ans qu'on est maintenant là-bas, et qu'en fait, on a beaucoup développé l'emploi en France grâce à ce pari. Depuis, Jean-Philippe Bigot passe une bonne partie de sa vie au Kenya, 1 semaine par mois. Aéroport de Roissy, il est 9 h du matin. Il y a 6500 km entre Naivasha et Allonnes dans la Sarthe. 6500 km, donc on a un pied en Europe et un pied en Afrique. C'est parti pour 8h30 de vol jusqu'à Nairobi, la capitale du Kenya. Quand il arrive, Jean-Philippe Bigot n'est pas dépaysé. Au Kenya, il se sent aussi chez lui. Et vous ressentez quoi là? Moi, c'est retour au pays avec un climat qui est vraiment très agréable, à la fois pour les fleurs et également pour l'être humain. On se sent bien, le climat est agréable, il fait 15-16 degrés ce soir, donc c'est vraiment très agréable. Tu sens comment chaque fois que tu arrives? À chaque fois, j'ai l'impression de revenir, de replonger dans une nouvelle aventure. Toutes les 3 semaines, je replonge dans une nouvelle aventure, dans un nouvel environnement. Et à chaque fois, c'est grisant. C'est à la fois très dépaysant. À la fois, j'ai l'impression de revenir aussi chez moi, puisque je me sens ici chez moi. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. On tombe dans quelque chose de nouveau. À chaque fois, il faut sauter d'un continent à l'autre. Et bon, voilà, c'est devenu une habitude. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Bonsoir, Bonnie. Comment ça va, Bonnie? Quel plaisir de vous revoir. Bienvenue. Merci, je suis de retour à la maison. Bienvenue. Merci. Bonnie, c'est le chauffeur de taxi habituel de Jean-Philippe. Depuis 10 ans, c'est lui qui l'amène à l'hôtel. Pas question de partir ce soir jusqu'à l'exploitation. Il y a quand même des horaires où il faut éviter de rouler la nuit. Là, par exemple, je viens d'arriver à Nairobi. Là, il est donc il est un petit peu tard. Il est 11h moins 10. Et pour retourner, pour aller sur la ferme à Naivasha, bon, c'est une petite centaine de kilomètres. C'est 1 heure, 1 heure et demie de route en fonction de la circulation pour traverser Nairobi. Mais quand on arrive le soir à 11h, il faut mieux rester à Nairobi plutôt que d'aller directement et d'arriver à minuit en campagne. Voilà, pour des questions de sécurité, c'est préférable. La nuit, des bandits de grand chemin attaquent les voyageurs. Des hommes généralement armés qui arrêtent les voitures et dépouillent leurs occupants. Mais la violence est aussi politique. Le pays est secoué depuis plusieurs mois par des attentats islamistes. 2 jours plus tôt, un terroriste a lancé une grenade qui a tué 17 personnes dans une église. Il y a 2-3 jours, l'ambassade de France m'a avisé que l'ambassade des États-Unis prévoyait des attaques terroristes dans la région de Mombasa. Et c'est ce qui s'est passé. Même l'hôtel est protégé par un garde et par une barrière. La crainte des attentats est omniprésente. Thank you, my friend.
Le lendemain matin, Jean-Philippe a rendez-vous avec son directeur administratif. Bonjour Dharam. Bonjour Philippe. Comment ça va? Heureux de vous voir. Vous avez fait bonne route? Oui. C'est lui qui va l'emmener jusqu'à son exploitation. Le Kenya, c'est l'Eldorado de la rose. Une fleur sur deux que vous achetez vient de ce pays. Les plus grands producteurs du monde sont tous venus s'installer ici. Le Britannique Finlay's, les Hollandais Florema, Ozerian et Berg, et l'Indien Karuturi. Une activité qui emploie aujourd'hui plus de 100 000 Kenyans. Jean-Philippe Bigot est le seul Français. Il a acheté 53 hectares de terre dans une ferme qu'il partage avec d'autres rosiéristes. On approche de l'entrée commune de l'exploitation de 5 fermes qui sont sur un lieu commun qui s'appelle Flower Business Park. Il y a donc 5 exploitations différentes avec un Indien, un Kenyan, un Allemand, un Hollandais et nous-mêmes comme Français. Voilà, là donc l'entrée principale de Flower Business Park. Un parc avec des serres à perte de vue qui emploie plus de 5000 personnes. Au bout du chemin, l'exploitation de Jean-Philippe Bigot. Voilà donc l'entrée de la ferme, Bigot Flowers, Kenya. En s'installant au Kenya, Jean-Philippe Bigot ne s'est pas trompé. Altitude, chaleur, qualité des sols, ici tout est réuni pour cultiver des fleurs toute l'année. Il en récolte plus de 200 000 par jour. Un chiffre impressionnant, impossible à atteindre dans notre pays. Alors en fait, si on était dans une serre en Europe, ici on aurait des tuyaux de chauffage partout, des tuyaux de chauffage au sol, on aurait en plus des éclairages artificiels très puissants, de l'ordre de 4000 ou 6000 watts, de façon à recréer en permanence un été artificiel. Alors qu'ici, on n'a pas besoin, l'été artificiel, il n'est pas artificiel, il est tout simplement naturel. Le soleil, il brille toute l'année, généreusement, avec 12 heures de jour, 12 heures de nuit, puisqu'on est à l'équateur, et des températures très homogènes, puisqu'on est à 2000 mètres d'altitude. Une culture intensive, mais écologique. Fondamentalement, dans la manière de produire, ça implique beaucoup moins d'utilisation d'empreinte carbone, en fait, puisqu'on a, au bout du compte, malgré le fait que nos fleurs voyagent en avion, 6 fois moins d'empreinte carbone que des roses produites sous les conditions européennes, en France ou aux Pays-Bas. Autre avantage, et pas des moindres, le montant des salaires. Ici, la main-d'œuvre est bon marché. Anne travaille chez Bigot depuis 5 ans. Elle gagne l'équivalent de 75 € par mois. Quand vous achetez nos roses, nous ici, au Kenya, on en profite directement. La culture des roses participe au développement de notre pays. Grâce à son travail, Anne peut vivre convenablement et élever ses 3 enfants dans de bonnes conditions. C'est la société Bigot qui assure le transport de ses salariés. Ici, la durée du travail est de 46 heures par semaine. Je crois qu'ils ont fini leur journée et qu'ils sont contents de rentrer chez eux. Voilà. Les gens habitent à 7-8 km d'ici. On les transporte le matin et on les transporte le soir. Si les hommes et les femmes sont séparés en 2 files distinctes, c'est parce que tout le monde doit être fouillé avant de monter dans le car. C'est pour des questions de sécurité. On a vu des sécateurs, des choses comme ça dans certaines exploitations qui étaient revendues après sur des marchés parallèles. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Chez nous, ça n'existe pas. Donc c'est fait comme ça. Mais toutes les fermes font ce genre de truc. Mais c'est vraiment... Vous avez vu la rapidité à laquelle c'est fait. À l'école du village, l'entreprise Bigot a participé à la construction d'une classe. Labellisé commerce équitable, Jean-Philippe Bigot reverse chaque année 10% de son chiffre d'affaires à ses salariés kenyans. En 2012, ils ont reçu 250 000 €, un pactole qu'ils gèrent eux-mêmes. Ainsi, lorsque vous achetez une rose Bigot en France, vous participez directement au développement de ce village. Les enfants d'Anne sont scolarisés dans cette école. Depuis quelque temps, leur vie a changé. Quand ils rentrent le soir, ils font leurs devoirs à la lumière d'une ampoule. Une ampoule qui fonctionne grâce aux panneaux solaires installés par le programme de commerce équitable. Lorsque j'ai pris ce travail, je trouvais le salaire très bas et insuffisant.
et je pensais démissionner. Mais les revenus supplémentaires générés par le commerce équitable m'ont motivée. Tous les travailleurs de l'entreprise pensent comme moi. Cela nous motive tous vraiment beaucoup. Ces revenus vont m'aider à bien mieux éduquer mes enfants. Maintenant, c'est sûr, je vois les choses différemment. Et lorsque je vais au travail, tous les jours, j'y vais avec beaucoup plus de plaisir. À la ferme, Jean-Philippe Bigot surveille de très près les roses qu'il produit. Dans son laboratoire, toutes les variétés sont testées et examinées dans les moindres détails. Forme, couleur, ouverture du bouton. Ces fleurs sont très prometteuses. Elles ont des couleurs très vives. Je les préfère à d'autres variétés. Elles s'ouvrent bien. Oui, et elles sont très belles. Pour observer leur évolution, les roses sont placées dans des vases, comme à la maison. Ça, c'est le premier jour chez le consommateur, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. L'objectif étant d'avoir des roses qui tiennent jusqu'à une dizaine de jours. Voilà, donc ça, c'est la variété qui s'appelle Tropical Amazon. Et la Tropical Amazon, vous la retrouvez ici, au fur et à mesure des jours. Plus ça va, plus elle ouvre, vous voyez bien. Ici, elle est boutons, là, il commence à ouvrir, elle est davantage ouverte, davantage ouverte, davantage ouverte. Pour se retrouver ici, au bout du 7e jour, donc en conditions de reproduction, des conditions du particulier, avec une rose qui est bien épanouie. Donc un client qui a ce type de rose sera un client content, et donc un client qui revient. L'objectif de vendeurs de fleurs, producteurs de fleurs comme nous, c'est d'avoir un client satisfait de la durée de vie du produit pour qu'il revienne en racheter la semaine d'après chez son vendeur. Une fois empaquetés, les bouquets prennent directement la direction de l'aéroport. De porte à porte, entre le moment où les fleurs quittent la ferme et le moment où elles sont livrées chez le distributeur, il faut compter 48 à 72 heures. Voilà. Donc c'est une fleur hyper fraîche qui arrive en Europe, sachant qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne de froid. À l'Aune, 2 jours plus tard, les roses sont arrivées à destination. Réhydratées pendant une dizaine d'heures, elles vont reprendre la route à travers toute la France. À partir de maintenant, elles voyageront les pieds dans l'eau jusqu'au supermarché, où elles seront vendues environ 50 centimes la tige. Jean-Philippe Bigot est revenu de Naivasha. Depuis qu'il a installé ses serres au Kenya, il a doublé son chiffre d'affaires et multiplié ses effectifs par 3. Aujourd'hui, en 2012, on produit en une semaine ce que mon père produisait, voilà, 25 ans en un an. Voilà comment Jean-Philippe Bigot est devenu le leader de la rose à prix cassé et qu'il arrive à vendre ses bouquets de 10 à moins de 5 €. De moins en moins chères, de plus en plus belles, les roses ont pourtant perdu depuis plusieurs années un de leurs attraits principaux, le parfum. Pourquoi la plupart des roses que nous achetons sont-elles inodores? Comment retrouver le parfum des roses? Une femme a décidé de relever le défi. Nous sommes à Saint-Étienne, à la Faculté des Sciences. Sylvie Bodino est chercheuse. Dans les jardins de l'université, des variétés odorantes. Ouais, elle est très très citronnée. Ouais, elle sent Ouais, effectivement. elle a du citronellol, beaucoup de citronellol, beaucoup de nérol, de géraniol. Et c'est vrai que c'est une de celles qui sent le plus. Ouais, c'est typiquement une rose moderne de jardin, très parfumée, comme on peut en trouver beaucoup maintenant. C'est à partir de ces variétés que Sylvie Bodino travaille. Sa matière première, les pétales. C'est grâce à eux qu'elle espère élucider l'énigme du parfum disparu. La pluie, effectivement, elles sont un peu abîmées, mais elles sont jolies, je pense. T'en as un bon paquet, je vais voir. Ouais. Oh, super. Ça sent Suffisamment, ça sent très très bon. Ça sent vraiment. Ça sent le fruit. J'espère qu'on arrivera à extraire quelque chose. Après, il faut voir en quantité, effectivement, de ce que ça peut donner. Cela fait 10 ans que Sylvie se consacre exclusivement à ce travail.
La base sur laquelle on est parti, c'est essayer de comprendre pourquoi certaines roses sont parfumées et pourquoi d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'il y a une liaison, par exemple, avec la tenue en vase? On dit souvent, les obtenteurs disent souvent, eh bien, telle rose, elle tient bien en vase, donc elle n'est pas parfumée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux? Ça, c'est une chose qu'on essaye de savoir. Et aussi expliquer toute la diversité de ces parfums. Pour il y en a qui sentent la rose et d'autres qui sentent autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Essayer donc d'expliquer toute cette complexité du parfum des roses. Pour expliquer cette complexité, Sylvie utilise une méthode étonnante. Je t'en prendrai un petit peu pour extraire de l'ADN. Oui. Pour tout à l'heure. Voilà. Ça devrait être bon. Quand elle veut faire parler les pétales, Sylvie n'hésite pas à employer la manière forte. La première chose à faire, c'est de rendre les pétales cassants. Donc ça, c'est pour en fait briser les cellules. C'est que l'ADN, il est à l'intérieur des cellules. Donc grâce à de l'azote liquide ici, je vais rendre les cellules cassantes et comme ça, je vais pouvoir extraire cet ADN. C'est à très très basse température. Donc les pétales vont être en fait comme si c'était du verre. Voilà. Grâce à cette méthode, la chercheuse a fait il y a quelques mois une découverte fondamentale. Elle a réussi à identifier un des gènes du parfum. Allez, on va voir les gènes. On va voir si ça a marché. Alors, c'est là le moment de vérité. Donc là, c'est une amplification, c'est le résultat de l'amplification du gène de production du parfum. Pour l'instant, on l'a appelé DIF. DIF pour différentiel. Voilà, le nom qu'on lui a donné pour l'instant. Et il aura son vrai nom quand il sera publié. DIF, que nous voyons sur cette plaquette, va peut-être révolutionner la culture de la rose. Grâce à lui, les fleurs que nous achèterons demain retrouveront peut-être leur parfum. Mais Sylvie n'est pas la seule à travailler sur cette question. On a beaucoup de concurrents aux États-Unis et alliés à des Israéliens, donc qui ont fait aussi un travail un petit peu en parallèle de ce qu'on fait. Et donc, tant qu'on n'a pas publié un résultat, on n'est pas sûr que nos concurrents ne sont pas en train de travailler dessus. Et bon, ça met un peu de pression pour publier le plus vite possible. La compétition est lancée et les enjeux commerciaux sont énormes. Celui qui retrouvera le parfum de la rose dominera le marché de demain. Voilà pour votre doc du dimanche sur le marché de la rose. Et comme il appartient à chacun d'agir à son niveau, sachez qu'ici, aux Fleurs d'Auteuil, on sélectionne avec soin les producteurs, qu'ils soient en Hollande, en Équateur ou en Éthiopie. On choisit des fermes qui respectent l'environnement et rémunèrent la main-d'œuvre avec décence. On se quitte, mais pas pour très longtemps. Je vous dis à très vite sur France 5.